L'épouse poussa du haut de la falaise un marine américain cloué à un fauteuil roulant. Mais son chien fidèle ne faillit jamais. Il n'était pas destiné à survivre. La femme qu'il croyait être son unique amour trompa le vétéran, condamné à vivre dans son fauteuil. Sur une falaise parmi les pins brumeux de Sibérie, elle le lâcha, et la chaise tomba dans l'abîme. Mais là où s'arrête l'amour humain commence la loyauté d'un chien. Le berger allemand nommé Fantôme défia le destin et refusa d'oublier son maître. Ce n'était pas seulement une histoire de survie, c'était une histoire de fidélité plus forte que la mort. Le matin, près de Tomsk, était humide et embrumé. L'air chargé d'humidité embaumait la résine de pin et la terre mouillée. Les roues grinçaient doucement sur le gravier, et le fauteuil d'Ilya Morozov avançait lentement le long du sentier menant à la falaise. Il portait un vieux manteau militaire épais et lourd qui cachait sa maigreur. Un bonnet noir en laine était tiré bas sur son front, découvrant une cicatrice profonde allant de la tempe à la joue. Souvenir de l'explosion survenue 7 ans plus tôt, qui lui avait coûté ses jambes. Derrière le fauteuil marchait Vera, sa femme. Grande, élancée, ses cheveux noirs tirés en un chignon strict. Elle paraissait irréprochable. Sa beauté était glaciale, semblable à du marbre poli. Sa voix sans vie manquait de chaleur. « Nous y sommes presque », dit-elle en serrant la poignée du fauteuil. Ilya fronça les sourcils. « Es-tu sûr que c'est sans danger ? Le sentier est étroit. »« Ça ira », lança-t-elle sèchement. Au loin, attaché à un vieux poteau dans la cour, Fantôme s'agitait nerveusement. Le berger allemand au pelage sombre et aux yeux jaunes suivait attentivement chacun des mouvements de son maître. Lorsque le fauteuil disparut derrière les arbres, le chien tira violemment sur sa laisse. La corde céda et il se précipita le long du sentier forestier, laissant derrière lui un bruit à peine audible. Le fauteuil tangua lorsque ses roues frôlèrent le bord. Le précipice plongeait à pic dans une brume grise d'où n'émergeaient que des rochers pointus. Ilya serra plus fort les accoudoirs. « Vera, assez, on ne peut pas aller plus loin. » Elle ne répondit pas, fixant le ciel matinal. Un sourire apparut sur ses lèvres, froid, effrayant. « Tu sais, Ilya, murmura-t-elle, je suis fatiguée. » Le fauteuil vacilla. À cet instant, Fantôme jaillit de la forêt. Il aboya brusquement, désespérément, mais il était trop tard. Le frein avait lâché et le fauteuil bascula. Le sifflement du vent transperça le silence. La chaise roula avec fracas dans le vide et disparut dans le brouillard. Aucun cri, aucun son, seulement l'écho métallique résonnant contre la roche. Vera se redressa, lissa son manteau noir et, comme si de rien n'était, se retourna. Fantôme bondit jusqu'au bord. Ses griffes raclaient la pierre, sa gueule ouverte hurlait d'un aboiement désespéré. Il tendait le cou vers le vide, mordant l'air comme pour rattraper son maître. Ses yeux allaient du gouffre à la silhouette de la femme qui s'éloignait déjà. Vera se retourna un instant et leurs regards se croisèrent. Une lueur de peur passa dans ses yeux, mais elle fut aussitôt remplacée par une froide détermination. Elle descendit précipitamment le sentier, sans un regard en arrière. En bas, parmi les rochers, Ilya Morozov gisait recroquevillé. Le fauteuil s'était miraculeusement coincé entre deux arêtes. Le choc lui avait coupé le souffle. Ses côtes le faisaient souffrir. Une ancienne blessure à l'épaule s'était rouverte. Le sang suintait à travers la manche. Son visage pâle, ses lèvres bleues. Mais il était vivant. Fantôme, souffla-t-il faiblement. En haut, le berger s'immobilisa, puis bondit en avant. Il connaissait le chemin, les anciens sentiers, les détours familiers, les fourrés de framboisiers et les troncs renversés. Le sol battait sous ses pattes, mais Fantôme ne ralentissait pas. De l'autre côté du domaine, dans la petite maison du gardien, Sergueï Vetrov se versait une deuxième tasse de café noir. Grand, sec, les tempes déjà grisonnantes. Il vivait depuis longtemps sur les terres des Morozov, aidait Ilya et l'avait connu à l'armée. Il avait eu du mal à croire qu'Ilya ait épousé Vera. Elle lui avait toujours semblé étrangère. Polie, belle, mais glaciale. Son sourire paraissait appris, ses mots vides. Sergueï sursauta en entendant les aboiements. Fantôme surgit près de la maison, le poil hérissé, les yeux brûlants de détresse. Il mordit la manche de Sergueï et tira. « Qu'est-ce qui t'arrive, chien »
s'étonna l'homme, laissant tomber sa tasse qui se brisa au sol. Les éclats volèrent, mais Fantôme tirait plus fort encore. Dans son regard, il n'y avait pas de doute, seulement un appel au secours. Sergueï attrapa une trousse de secours et une lampe. « Guide-moi » cria-t-il. Et le chien partit à toute vitesse. Le sentier montait toujours plus haut, là où s'amassait le brouillard. Quand ils atteignirent le bord, la terre était labourée. Les traces des roues menaient droit dans le vide. Sergueï s'arrêta net. « Seigneur » murmura-t-il. Fantôme aboya et bondit vers le bord. Sergueï se pencha prudemment et aperçut, en contrebas, l'éclat du métal. Le fauteuil s'était coincé entre deux saillies rocheuses. Ilya était là. Son visage livide, mais ses yeux ouverts. « Sergueï » murmura une voix faible. « Vivant. Bon sang, il est vivant » s'écria Sergueï, fouillant aussitôt sa poche pour son téléphone. Mais, comme il le craignait, aucun signal. Trop isolé. Il serra les dents et regarda Fantôme. « Surveille-le, ne le quitte pas. » Le chien s'allongea au bord et gémit doucement en fixant son maître. Sergueï fit volte-face et courut vers la grange. L'ancien équipement, les cordes, le harnais d'alpinisme. Tout cela pouvait encore servir. La pluie commença à tomber. Le ciel s'assombrissait, de lourds nuages pesaient sur la forêt. Le vent forçait, les pas gémissaient. On aurait dit que la nature elle-même ressentait la trahison commise ici. Pendant ce temps, dans la maison, Vera se tenait devant le miroir. Son visage était calme, ses gestes précis. Elle avait enfilé un chemisier clair et une jupe stricte. Son téléphone déjà en main, elle appelait la clinique. Sa voix était posée. « Oui. Mon mari est parti à Tomsk pour un traitement. Il a fait une rechute. » Les mots coulaient comme appris par cœur. Elle savait quoi dire à chacun qui demanderait. Mais au même instant, dans la forêt, sous le grondement du vent et le premier coup de tonnerre, Sergueï atteignait la grange. Là, dans un coin, sous une couche de poussière et de toile d'araignée, gisait un vieux système d'assurage. Il força le cadenas rouillé, attrapa tout ce qu'il put et ressortit en courant. La véritable course commençait maintenant. Peu à peu, la pluie redoublait. Les gouttes froides frappaient son visage et glissaient sous son col. Sergueï courait sans ralentir. Dans ses mains, il serrait une vieille corde, des mousquetons et le harnais d'assurage. Tout ce qui avait survécu à leurs anciens entraînements militaires. Ses jambes s'enfonçaient dans la boue, son souffle se brisait, mais il ne s'arrêtait pas. Quand il atteignit la falaise, Fantôme était encore assis au bord. Son pelage mouillé brillait dans la lumière terne. Ses yeux fixaient inlassablement le vide. En voyant Sergueï, le chien aboya brièvement, comme pour confirmer, le maître est vivant. Sergueï s'approcha du bord et examina rapidement la paroi. Les rochers étaient glissants, l'eau coulait en filet. Plus bas, entre deux saillies, le fauteuil s'était coincé. Ilya gisait, affaissé, retenu par ses sangles. Son visage était livide. Ses lèvres tremblaient, sa respiration était haletante. « Tiens bon, frère » cria Sergueï, couvrant le vacarme du vent. « Je ne peux pas » murmura Ilya. Sa tête retomba mollement. Sergueï serra les dents, fixa rapidement la corde autour d'un tronc de pin massif, vérifia 2 fois les nœuds par automatisme, comme autrefois lors des exercices. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais de hâte. La pluie transformait la terre en boue et chaque pas était périlleux. Il enfila le harnais, accrocha le mousqueton et jeta un regard au chien. « Surveille-le, Fantôme. Ne le laisse pas perdre connaissance. » Le berger grogna doucement, s'allongea au bord et gémit longuement en regardant vers le bas. Sergueï commença sa descente. La corde s'étirait, glissait dans ses mains mouillées. Ses bottes cherchaient une prise sur la roche. Chaque mètre paraissait une éternité. Soudain, un coup de tonnerre résonna au-dessus de la forêt. La paroi trembla, de petits cailloux se détachèrent et chutèrent. Sergueï s'immobilisa, collé à la roche. Son cœur battait si fort qu'il couvrait le bruit de la pluie. « Tu es là » parvint du bas la faible voix d'Ilya. « Ici, tiens bon » répondit-il et reprit sa descente. Quelques minutes plus tard, il atteignit la corniche. Ilya était étendu sur le côté. Sa respiration saccadée, son épaule ensanglantée. Ses yeux s'ouvrirent. Sur ses lèvres, une faible ombre de sourire.
En retard, comme toujours. Tais-toi, grogna Sergueï en lui prenant le pouls. Tu n'en as pas fini. Il sortit de son sac une couverture thermique et enveloppa son ami. Puis il commença à fixer l'assurage autour de son corps. Les nœuds se faisaient vite mais solidement. Ilya gémissait doucement. Chaque mouvement lui arrachait une douleur. En haut, Fantôme aboyait, passant au hurlement. On aurait dit qu'il comprenait chaque geste, chaque seconde où son maître allait plus mal. Sergueï serra les nœuds, vérifia encore une fois et cria. « Tiens bon, frère. Voilà le pire ascenseur de ta vie. » Il entama la remontée. Le corps d'Ilya pesait lourd, son dos craquait sous l'effort. La corde détrempée glissait, ses muscles brûlaient, son souffle se déchirait dans sa poitrine. Chaque mouvement coûtait cher. Au milieu de l'ascension, un nouveau tonnerre éclata et une petite coulée de pierre dévala le flanc. Des rochers tombèrent avec fracas. L'un heurta l'épaule de Sergueï. Il grimaça de douleur, mais ne s'arrêta pas. « Sergueï, laisse-moi, » râla Ilya. « Tais-toi, siffla-t-il. Je t'ai sorti du feu en Tchétchénie, je te sortirai encore. » Ilya rit doucement, puis toussa du sang. Fantôme aboya si fort que l'écho résonna dans la gorge. Sa silhouette, illuminée par l'éclair, ressemblait à celle d'un sombre gardien. Il longeait le bord, prêt à se jeter dans le vide avec eux. Enfin, les derniers mètres. Sergueï tira son ami sur la terre ferme. Tous deux s'effondrèrent sur l'herbe détrempée. Fantôme accourut aussitôt, lécha le visage de son maître, puis s'assit près de lui, grondant vers la forêt comme s'il sentait une menace invisible. Vivant, souffla Ilya, regardant son chien. Merci, Fantôme. Sergueï respirait avec peine, appuyé contre un pas. Sa tête bourdonnait, son corps souffrait, mais son cœur s'apaisait. Il avait accompli l'impossible. Il fallait maintenant conduire Ilya à l'hôpital. Au même moment, dans la maison des Morozov, Vera était assise chez l'avocat. Elle parlait avec assurance des éventuels changements au testament de son mari. Son visage restait calme, sa voix douce, mais dans ses yeux brillait un calcul froid. Elle ne savait pas qu'au même instant, sur la falaise, 2 soldats et un chien défiaient encore la mort. Sergueï se releva, souleva Ilya sur son épaule comme autrefois au combat, et prit la direction de la voiture. Fantôme marchait à leur côté, ne les quittant pas d'un pas. Le vent tombait, mais la pluie continuait de frapper les feuilles, lavant le sang et la douleur. Devant eux les attendait une longue route et un nouveau combat, bien plus perfide que n'importe quelle guerre. La pluie s'apaisait quand Sergueï, haletant, porta Ilya jusqu'à la voiture. Le corps de son ami pesait lourd. La couverture détrempée collait à ses épaules, mais il refusait de s'arrêter. Fantôme courait près de lui, l'oreille tendue, les yeux rivés sur chaque mouvement d'Ilya. Une demi-heure plus tard, ils entraient dans Tomsk, directement aux urgences de l'hôpital municipal. La voiture freina brutalement devant l'entrée. Sergueï sauta dehors, ouvrit la portière arrière et, soulevant Ilya avec précaution, le porta à l'intérieur. Trauma vertébral, chute d'une falaise, annonça-t-il à haute voix à l'infirmière de garde. Les blouses blanches les entourèrent aussitôt. Les médecins installèrent Ilya sur un brancard, vérifièrent son pouls, lui donnèrent de l'oxygène. Son visage restait pâle, sa respiration haletante, mais la vie s'accrochait encore. Fantôme voulut suivre et le vigile barra l'entrée. Pas de chien. Ce chien lui a sauvé la vie, gronda Sergueï. Il reste. L'homme hésita, mais devant le regard désespéré de l'animal et la détermination de Sergueï, il céda. Fantôme resta près du brancard, haletant. Son pelage trempé laissait couler l'eau sur le sol carrelé. Dans le couloir apparut Vera, blouse blanche, cheveux parfaitement coiffés, un dossier de documents à la main. Elle afficha un air effrayé. Ses lèvres tremblaient. « Mon Dieu, Ilya, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle trop vite. Sergueï la fixa d'un regard lourd, mais ne répondit pas. Une femme en uniforme s'approcha d'eux, l'enquêtrice Olga Karitonova. Grande, les cheveux courts et bouclés, la voix ferme, elle menait depuis longtemps des affaires complexes. « Dites-moi, » demanda-t-elle à Vera. « Votre mari était-il à la maison ce matin ?» « Oui, » dit-elle en hésitant. « Mais il est parti à la clinique. Je pensais qu'il était à Tomsk. »« À la clinique ?»
releva un sourcil Karitonova. Étrange, car on vient juste de le ramener de la montagne. Vera détourna les yeux. Dans la chambre, Ilya reprenait connaissance. Ses lèvres tremblaient, sa voix n'était qu'un souffle. Elle m'a poussé. Sergueï se pencha plus près. Je sais, frère, tout deviendra clair. Fantôme grogna doucement dès que Vera entra dans la pièce. Ses yeux brillaient d'une flamme jaune, son poil s'hérissa. Le chien se plaça entre le lit et la femme, émettant un grondement sourd et menaçant. Écartez-le, dit brusquement Vera en reculant. Il sent le danger, répondit calmement Sergueï. Et tu sais, je lui fais plus confiance qu'à toi. L'enquêtrice Karitonova observait la scène attentivement. Elle notait chaque détail, les paroles d'Ilya, la réaction du chien. Pendant ce temps, dans la maison des Morozov, Maria Ivanovna, la vieille domestique, lavait la vaisselle. Son regard s'arrêta sur la corbeille à papier. Elle y vit des feuilles déchirées avec cachets et signatures. Elle en sortit quelques morceaux, les assembla. Les documents étaient médicaux, mais les dates ne correspondaient pas, et la signature du médecin était manifestement falsifiée. Maria fronça les sourcils, rangea soigneusement les papiers dans un dossier. Il faut remettre ça à l'enquêtrice, pensa-t-elle. À l'hôpital, Ilya fut branché aux appareils. Les lésions vertébrales sont graves, dit le médecin, mais sa vie n'est pas en danger. C'est un miracle qu'il ait survécu. Sergueï poussa un soupir de soulagement. Mais l'affaire ne faisait que commencer. Vera répétait de plus en plus souvent que son mari était parti de lui-même, qu'elle n'y était pour rien. Mais les paroles d'Ilya sonnaient trop justes, et Fantôme ne le quittait pas d'une semelle. Chaque fois que Vera approchait, le chien grondait. Dans le couloir, les gens échangeaient des regards. Intéressant, murmura Karitonova. Les animaux se trompent rarement. Sergueï hocha la tête. Ce chien a vu, à la guerre, ce que nous préférons oublier. S'il la juge dangereuse, c'est que c'est vrai. La nuit tomba sur Tomsk. Dehors, la pluie battait, le vent agitait les arbres, mais dans la chambre régnait le silence. Ilya somnolait, Sergueï veillait, et Fantôme était couché près du lit, la tête posée sur ses pattes. Mais au fond d'eux tous, ils savaient que la tempête était encore à venir. La neige flottait lentement sur Tomsk lorsque l'audience débuta au tribunal. Journalistes, vétérans, simples citoyens s'étaient rassemblés pour assister au dénouement de cette histoire qui avait bouleversé la ville. Ilya Morozov était assis au premier rang, dans un fauteuil roulant. Vêtu d'un costume sombre et strict, son visage était pâle, mais son regard ferme. À ses côtés, en gilet spécial, se tenait Fantôme. Le berger fixait sans détour la table des accusés, où se trouvait Vera. Ses luxueuses toilettes avaient laissé place à un sobre tailleur gris. Son visage restait beau, mais ses yeux trahissaient fatigue et froideur. La juge, une femme austère aux cheveux argentés, ouvrit la séance. Monsieur Morozov, racontez ce qui s'est passé le matin du 3 mars. Ilya leva la tête. Sa voix était faible, mais chaque mot résonnait avec assurance. Ma femme m'a conduit au bord d'une falaise. Elle parlait d'une promenade. Puis elle a arrêté le fauteuil au bord et a relâché le frein. Je suis tombé. C'était intentionnel. La salle se figea. Fantôme releva la tête et grogna doucement, comme pour confirmer les paroles de son maître. Puis Sergueï prit la parole. Sa déclaration fut brève, mais ferme. Sans ce chien, je ne serais pas allé là-bas. J'ai retrouvé Ilya uniquement grâce à Fantôme. Ce qui s'est passé n'était pas un accident. Les traces de roues menaient directement au précipice. On fit venir Maria Ivanovna. Elle sortit soigneusement la chemise contenant les papiers. J'ai trouvé chez eux de faux documents médicaux, dit-elle. Les signatures du médecin sont falsifiées. Et j'ai aussi un enregistrement d'appel où Vera dit « Quand il mourra, c'est moi qui signerai tout ». La juge écoutait en silence, impassible. Quand ce fut le tour de Vera, sa voix tremblante tenta de se justifier. Je ne voulais pas. J'étais épuisé. Il a toujours été diminué, toujours à exiger des soins. Je pensais à l'argent, à une nouvelle vie. Un murmure parcourut la salle. Quelqu'un s'exclama. La juge leva la main. Silence. Vera se tut. Ses lèvres tremblaient. À ce moment, Fantôme se dressa sur ses pattes, se plaça entre elle et Ilya.
Son poil se hérissa, son regard se fit dur. La juge prononça lentement. Verdict. Reconnaître Vera Morozova coupable de tentative de meurtre, de fraude et de falsification de documents. La condamner à la peine maximale prévue par la loi. Le coup de marteau résonna comme un tir. Vera baissa la tête. Des larmes brillèrent sur ses joues, mais il était trop tard. On l'emmena sous escorte. La foule se leva. Certains applaudirent, d'autres prièrent, d'autres encore acquiesçaient en silence, fixant Ilya et son chien. Ilya posa sa main sur la tête de Fantôme et murmura. « Nous avons survécu grâce à toi. » Quelques mois plus tard, à la périphérie de Tomsk, se dressait une petite maison en bois, construite par des bénévoles et des amis. Sur la véranda, Ilya, emmitouflé dans un plaid, tenait une tasse de thé. À ses côtés reposait Fantôme, la tête posée sur les genoux de son maître. Le vent chassait les nuages dans un ciel où brillaient déjà les premières étoiles. Ilya sourit en regardant son chien. « Tu n'es pas seulement un chien. Tu es mon frère, mon ange gardien. » Fantôme poussa un soupir tranquille et se blottit encore plus contre lui. Là où la trahison avait pris fin, commençait la véritable loyauté. Et dans cette loyauté, Ilya trouva ce qu'il avait perdu depuis longtemps, l'espérance et le sens de continuer à vivre.